3 o'clock sharp, so let's start. And I will speak in French. Je parlerai en français. Donc bonjour à tous, mes chers collègues, mesdames et messieurs. C'est un privilège de déclarer ouverte cette seconde réunion en ligne de la Commission sur la dimension civile de la sécurité. Je suis ravie que nous puissions nous réunir à nouveau, même virtuellement, ce qui est bien sûr toujours un petit peu frustrant, mais nous progresserions probablement très bien sur les sujets qui nous importent. Je souhaite la bienvenue à tous les membres de notre commission, ainsi qu'aux membres associés et à tous nos nouveaux collègues qui assistent à cette réunion pour la première fois. Il est maintenant temps de passer à l'adoption de notre projet d'ordre du jour pour la réunion d'aujourd'hui. Y a-t-il des commentaires? Could I just interrupt? Lord Jopling. Si vous voulez bien, Lord Jopling, est-ce que vous m'entendez? Where it says floor. Yes. If you press that arrow, you should see English as an option. Got you. Thank you. I'm with you. Are you okay? Yeah, well, I missed your golden Are you words, okay, I'm Mr. afraid. Lord Jopling? Don't worry, there were just welcoming words. You're used to that. OK. Donc, je repasse au français et donc nous allons adopter le projet d'ordre du jour et je voulais demander aux participants s'ils avaient des commentaires sur ce projet d'ordre du jour. Non, pas de demande d'intervention. Aucune demande, non. Le projet du jour est donc adopté. Et nous allons commencer notre réunion avec le projet de rapport spécial La Chine et l'ordre mondial libéral qui est présenté par Lord Jopling, rapporteur spécial et, comme tout le monde le sait, membre du Royaume-Uni. Je vous passe donc la parole, Lord Jopling, pour la présentation de votre rapport. Thank you, Joel. Merci beaucoup, Joël. Oui, je viens de débrancher mon téléphone au cas où quelqu'un aurait la mauvaise idée de me téléphoner pendant mon rapport. Eh bien, je voudrais souhaiter la bienvenue à tous mes amis, mes anciens et mes nouveaux amis qui participent à cette séance. Je suis ici au Yorkshire. Sur l'exploitation que vous avez pu vous-même visiter, nous espérons pouvoir récolter quelques milliers de tonnes de pommes de terre pour vous nourrir les années qui viennent. Alors, c'est un grand plaisir pour moi de pouvoir vous présenter ce premier projet de rapport sur la Chine et l'ordre libéral mondial. Je voudrais dire à Nathan, à notre nouveau directeur, que je vous remercie du précieux travail que vous avez consacré à cette œuvre. Merci, Nathan. Alors, chers collègues, vous savez, l'OTAN a été fondée il y a plus de 70 ans. Sur des principes comme les valeurs partagées, les libertés individuelles, la démocratie, les droits humains et la primauté du droit. Et ce sont, pour ainsi dire, les fondements de l'ordre libéral mondial. En soulignant ces valeurs, l'Alliance a ainsi garanti la paix en Europe et a endigué l'Union soviétique pendant la guerre froide. Or, même après la fin de la guerre froide, cet ordre libéral mondial a continué d'assurer notre protection contre différents défis et menaces qui sont maintenant posés par la Chine. Ce rapport présente les efforts de Pékin de perturber l'ordre existant et de reformer, de refondre les normes, les institutions existantes pour
exporter ainsi son modèle de gouvernance autoritaire et faire avancer et primer ses intérêts nationaux dans son voisinage et au-delà. La Chine met en cause la légitimité des structures qui sont à la base de l'ordre mondial libéral, avec une approche double vis-à-vis des institutions multilatérales. C'est-à-dire, d'une part, Pékin s'est inséré, s'est affirmé et s'est fait accepter par la communauté mondiale après la Deuxième Guerre mondiale. La Chine est devenue une institution, plutôt un joueur dans les institutions multilatérales et joue le jeu lorsque ceci dessert ses intérêts. Donc, elle se sert de l'ordre actuel et elle suit le règlement. Il faut le reconnaître. C'est surtout le cas dans le domaine économique. Dans d'autres domaines qui ne sont pas en ligne, alignés sur ces modèles autoritaires, la Chine essaye de changer ses règles du jeu en les sabotant. Et Pékin utilise également sa position au cœur des institutions multilatérales pour changer les normes, notamment les normes d'Internet et la technologie, la gouvernance technologique ainsi que les droits humains. Je vais aborder ces points sous peu. D'autre part, la Chine a établi et a promu des structures alternatives multilatérales. Ces structures de rechange comprennent le New Development Bank, la nouvelle banque de développement, qui est une sorte de produit de la coopération BRICS, ainsi que la banque d'investissement d'infrastructures asiatique, qui est vraiment la cheville ouvrière de ce que nous connaissons, de cette initiative que nous connaissons depuis longtemps, à savoir la nouvelle route de la soie, la Belt and Road Initiative, ainsi que d'autres initiatives moins formelles, par exemple le format de coopération 17+1, et qui promeut des rapports entre la Chine et 17 pays européens, y compris dans ce nombre différent alliés. Et ici, nous voyons la Chine qui essaye d'exporter sa sphère d'influence en Asie et au-delà. Donc, dans notre rapport, nous disons que la Chine est un pays révisionniste qui essaye de saper les institutions de l'ordre mondial, que ce soit de l'intérieur ou de l'extérieur. Au niveau interne, les structures politiques de la Chine sont incompatibles avec des principes libéraux dans leur forme actuelle. Le Parti communiste chinois est l'un des systèmes unipartites les plus vieux de l'histoire, les plus anciens, et par contraste avec l'Union soviétique, ce système perdure encore. Depuis 2012, depuis son arrivée au pouvoir, le président Xi Jinping a consolidé sa puissance, a mis en place un culte de la personnalité et a affirmé le contrôle et la maîtrise du Parti communiste chinois sur toute la Chine à tous les niveaux. Ce manque de respect pour les normes démocratiques et libérales va de pair avec le manque de respect vis-à-vis des droits humains par les autorités chinoises. La situation s'est particulièrement aggravée depuis l'arrivée de Xi Jinping au pouvoir. Certes, la Chine a progressé dans la promotion des droits économiques de son peuple. Il faut le reconnaître. Cette Chine était en fait un pays retardé, en retard de développement, et elle est devenue l'un des
plus grands joueurs, les plus importantes économies mondiales. Donc, les droits économiques, disais-je, ont été promus, mais la Chine reste l'un des pays les plus restrictifs du monde dans d'autres domaines. Par exemple, la liberté d'expression, de culte et de religion, d'assemblée, de rassemblement et de rassemblement. La Chine a une structure de surveillance de masse et un système de censure d'Internet qui permet de supprimer les libertés individuelles et surveiller ses citoyens, en muselant également la critique extérieure. Et puis, qui plus est, le traitement par la Chine des minorités religieuses et ethniques a empiré. C'est dans le courant de la dernière décennie. Le rapport identifie, plutôt parle du sort du peuple ouïghour plutôt. Les mesures répressives et la surveillance policière abondent dans les provinces au Tibet et dans la province du Xinjiang. Les détentions arbitraires, l'endoctrinement, les travaux forcés, les stérilisations, les avortements forcés et les contrôles de naissance restent des instruments parmi l'outillage à sa disposition. Je voudrais également vous parler d'un autre point, d'un autre aspect de mon rapport, la question de Hong Kong. Pékin, Beijing essaye de mater Hong Kong et affirmer son modèle de gouvernance autoritaire et dominer cette ancienne enclave indépendante. Hong Kong est farouchement indépendantiste, pro-démocratique, je les connais bien, et en 2014, les autorités de Hong Kong ont confronté des manifestants pro-démocratie dans le mouvement dit des parapluies. L'année dernière, ils ont supprimé, ou plutôt réprimé plutôt, plus de 2 millions de manifestants pro-démocratie dans la rue. La situation s'est aggravée davantage plus récemment. En juin 2020, les autorités chinoises ont imposé une loi de la sécurité nationale à Hong Kong pour pouvoir réprimer et surtout éviter des manifestations et des contestations à venir. Cette loi sécuritaire s'appuie sur des notions mal définies telles la subversion, la collaboration avec des forces extérieures pour limiter le droit à la parole et pour renforcer la mainmise des autorités à Hong Kong. De nombreuses arrestations de personnalités pro-démocratiques, pro-démocratie et des médias ont eu lieu et les autorités ont interdit à l'opposition, aux candidats de l'opposition de participer aux élections au Conseil législatif. Ces actions montrent que le Parti communiste chinois entend mettre fin à l'ordre libéral et aux libertés qui ont caractérisé le territoire et ses résidents depuis 1997 selon le système un pays, deux systèmes. Par ailleurs, la mise en œuvre de cette loi sur la sécurité ne se limite pas seulement à Hong Kong. Elle peut être dirigée contre tous ceux qui osent critiquer la Chine. Voilà pourquoi certains alliés, les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne et le Canada, ont suspendu leur traité d'extradition avec Hong Kong à cause de cette loi sur la sécurité. La sécurité a
édité des mandats d'arrestation contre, par exemple, des citoyens des États-Unis. Avec cette loi, les autorités chinoises essayent de tirer un coup de semonce à l'adresse de tous ceux qui mettent en question ces pratiques. Maintenant, je vais parler de la pandémie Covid-19 qui a montré les risques qui découlent du rejet partial par la Chine de l'ordre libéral mondial. Les restrictions imposées par les autorités chinoises sur la liberté de parole et notamment sur les sonneurs d'alerte, sur des lanceurs d'alerte, disais-je, a donné au coronavirus une longue avance en se répandant en Chine avant d'être officiellement communiqué. Le manque de transparence a été... ce manque de transparence plutôt a aggravé la crise. Et ceci a compliqué le travail des experts dans le monde qui essayaient de cerner à l'échelle de cette pandémie et de pouvoir prendre les mesures qui s'imposaient. La crise de la maladie du coronavirus, de la COVID-19, a également renforcé la résolution des autorités chinoises d'exporter leur modèle de gouvernance répressive. Il y a le danger que les outils de surveillance et de sécurité utilisés dans la pandémie resteront en place après la pandémie et que la protection de la santé publique sera utilisée par les Chinois en tant que prétexte pour renforcer leur censure et leur répression. Les autorités chinoises ont également eu de plus en plus recours à la désinformation, à la propagande, avec des théories du complot au sujet de la COVID-19 et de ses origines, en présentant la Chine en tant que puissance mondiale responsable, ceci par la propagande, pour pouvoir se défaire des accusations et de saboter les régimes démocratiques et de promouvoir et exporter le modèle de gouvernance de la Chine. Finalement, la Chine a exploité l'incertitude créée par la pandémie Covid-19 alors que l'attention du monde est braquée sur la réponse à la crise. Et la Chine essaye donc de façon opportuniste de promouvoir ses intérêts dans son voisinage, dans la mer de Chine du Sud, par exemple, où elle fait preuve de position extrême et agressive. Je voudrais juste maintenant vous transmettre quelques points à tenir en tête. Ces 2 dernières décennies, les capacités militaires, la puissance économique et l'influence politique de la Chine ont changé la balance du pouvoir. Il faut le reconnaître. Les actions de Pékin à Hong Kong et dans la mer de Chine du Sud nous rappellent que Pékin n'entend pas suivre les règles de l'ordre mondial. La Chine utilise son influence pour présenter son modèle de gouvernance autoritaire en tant que haute alternative, monnaie de change vis-à-vis du monde libéral. Avec les évolutions et l'évolution de son rôle dans le monde, la Chine met en question les fondements même libéraux de l'ordre mondial actuel. Ces tentatives de mettre en cause les structures et les principes de l'ordre mondial représentent une menace envers les valeurs qui sous-tendent notre démocratie. Il faut faire preuve de cohésion entre les pays de l'OTAN. Nous devons tous parler d'une
seule voie pour mettre en échec et en respect la Chine avec ces actions qui sont inacceptables, qui vont à l'encontre des normes libérales. At the same time, NATO. Mais en même temps, l'OTAN et ses alliés ne doivent pas traiter la Chine comme un paria. Il s'agit d'engager un dialogue constructif avec Pékin et une compréhension commune fondée sur la tolérance. La dégradation récente des relations entre certains des alliés et la Chine est inquiétante. La Chine et l'Alliance doit faire face à des menaces de sécurité commune, le terrorisme international, le changement climatique, la pandémie du coronavirus et autres. Relever tous ces défis nécessite une coopération internationale et cela nécessitera un dialogue franc et ouvert entre l'Alliance et la Chine à l'avenir. Je vous remercie. Merci infiniment, cher Michael, pour cet excellent projet de rapport, très équilibré, très instructif. Nous avons déjà 3 demandes de parole. La première vient de notre collègue européen qui est le responsable de la délégation européenne au Parlement européen, Chris Peters. Il sera suivi de Jane Cordy, Doula Schmidt et d'Anissa Keder. La parole est à vous, cher Chris Peters. Merci beaucoup, la Présidente. First of all, I would like to congratulate. Je voudrais féliciter Lord Jopling sur son excellent rapport. Rapport très complet qui nous donne un bon aperçu de la situation relativement à la Chine. Je voudrais soulever un élément, peut-être une proposition. Lord Jopling, vous avez conclu ce rapport avec 2 éléments très importants. D'abord, la nécessité de s'exprimer d'une seule voix pour éviter de s'exprimer de manière divisée, et je suis tout à fait d'accord avec ce point. Deuxièmement, vous avez conclu que toutes les questions, tous les problèmes que nous avons avec la Chine nécessitaient un dialogue qui était quelque chose d'absolument nécessaire. Ma proposition est donc d'ajouter un 3e élément. Il s'agirait peut-être d'initiatives propres à notre niveau, au niveau de l'OTAN, de l'Union européenne. Et je vous donne un exemple. La nouvelle route de la soie provenant de Chine, les mesures prises par certains États. Je sais que certains sénateurs et certains collègues aux États-Unis, par exemple, et aussi à l'Union européenne, sont impliqués dans cet effort. Donc, est-ce qu'on ne pourrait pas réfléchir à une initiative qui nous serait propre pour répondre justement aux problèmes que vous avez mentionnés? Et si vous voulez un exemple, on pourrait avoir une donnée, une route, One Data, One Road, donc qui répondrait directement à cela. Donc il s'agirait de renseignements en réalité. D'autres propositions ont été mises en avant. Je peux vous donner un exemple très concret. Donc une donnée, une route, One Data, One Road, permettrait de lancer aussi des initiatives qui nous seraient propres de notre côté, en réponse à la nouvelle route de la soie. Merci.
Michael, est-ce que vous préférez répondre immédiatement à cette question ou préférez-vous avoir d'autres questions avant de répondre? Eh bien, Madame la Présidente, peut-être qu'on peut poser d'abord toutes les questions et ensuite je pourrai répondre si cela vous agrée. La parole est donc maintenant à notre collègue Ulla Schmidt. Ulla. Oui. Bonjour. Bonjour Michael. Merci beaucoup pour cet excellent rapport et votre présentation sur la situation relativement à la Chine est pour moi très intéressante. C'est vrai que quand on parle de la Chine et de l'ordre libéral mondial, c'est contradictoire en soi. Vous avez souligné, à très juste titre, les différences entre les deux systèmes. D'un côté, le régime chinois, de l'autre, notre système démocratique occidental. Et je vous remercie pour cette comparaison on ne peut plus claire, cher Michael, et pour vos déclarations très claires selon lesquelles Pékin cherche à saper l'ordre mondial. Cela montre bien l'importance d'opérations constructives avec la Chine. Et je suis d'accord pour dire que si l'on veut renforcer le dialogue, créer ce lien avec la Chine, renforcer nos relations, eh bien, l'Alliance doit s'exprimer d'une seule voix. Cher Michael, chers collègues, je dois dire également que je m'inquiète beaucoup pour l'instant des différences politiques et sociétales avec notamment les partenaires de l'OTAN. Il s'agit de divergences croissantes qui risquent de mettre à bas l'unité de notre alliance. Cela m'inquiète profondément, mes collègues aussi, d'où ma question, puisque je sais que vous avez une grande expérience, donc je me remets à vous. Comment peut-on, en tant qu'Assemblée parlementaire de l'OTAN et en tant qu'Alliance, renforcer notre engagement aux valeurs de la démocratie, l'état de droit, les libertés fondamentales et les droits de l'homme, et quels instruments a-t-on sous la main pour renforcer justement notre cohésion et l'identité de cette alliance? Michael, je suis convaincue qu'une alliance s'exprimant d'une seule voix est la seule solution qui nous permettrait d'être plus résilients dans notre propre sphère d'influence. Et je voudrais mentionner notamment les progrès en termes de technologie avec la Chine. Notamment la 5G. Si l'on s'exprime d'une seule voix, cela permettra donc de renforcer notre résilience en termes d'influence économique et d'éviter une dépendance structurelle par rapport aux nouvelles technologies. J'espère que nous allons pouvoir trouver une marche à suivre satisfaisante aussi dans une situation, et je ne suis pas la seule, dans une situation telle que celle-ci, où je ne suis pas la seule à m'inquiéter profondément sur ce point. Je vous remercie. Pour cette question que plusieurs d'entre nous partagent, bien évidemment, cette interrogation-là. Et je vais passer maintenant la parole à ma collègue française, Anissa Keder, qui, je l'imagine, parlera en français aussi. Exactement. Bonjour Madame la Présidente, chers collègues. Je vous laisse le temps de traduire et puis vous me direz quand c'est OK pour vous. Nous vous écoutons, chère Anissa. Très bien. Pour la première fois en 2019, la déclaration officielle d'un sommet de l'OTAN mentionnait
que la Chine présente aujourd'hui à la fois des opportunités et des défis. Un constat des leaders de notre alliance que nous pouvons que partager. Oui, la Chine présente des opportunités sur les sujets globaux tels que la lutte contre le changement climatique, la protection de la biodiversité, l'allègement de la dette des pays en développement. La Chine est et sera nécessairement un partenaire incontournable. Nous en prenons acte avec vigilance, fermeté et solidarité lorsque des alliés sont la cible de menaces inacceptables. Car avec la Chine, nous avons des défis à relever, des partenaires européens et internationaux. La France a fait sa grave préoccupation quant à la dégradation de la situation des droits de l'homme en Chine, en particulier à Hong Kong et au Xinjiang. Les témoignages, les documents reliés par la presse ou fournis par les organisations de défense des droits de l'homme au sujet de la situation au Xinjiang font état de pratiques injustifiables qui vont à l'encontre même des principes universels inscrits dans les grandes conventions internationales des droits de l'homme. La France s'exprime régulièrement sur ce sujet auprès de ses partenaires chinois. Le président de la République lui-même l'a évoqué à son homologue chinois, Xi Jinping, lors de sa venue en France en mars 2019, un appel qu'il a renouvelé à l'occasion de son déplacement en Chine en novembre dernier. Encore dernièrement, le président de la République a fait part de sa préoccupation quant à la situation au Xinjiang. À ses côtés, sur ce sujet, le ministre des Affaires étrangères a pris une position en juillet, puis en août dernier, avec beaucoup de fermeté à chaque fois. Je suis pour ma part extrêmement attentive et mobilisée sur cette question. Les autorités chinoises jugent l'évaluation de la situation dans la région de Xinjiang infondée. Puisque nos divergences, il y a d'une certaine manière une solution simple compte tenu de l'extrême gravité des faits rapportés. Que la Chine permette l'accès sur place à des observateurs internationaux indépendants sous l'aide de la haute commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies pour faire toute la lumière sur la situation. Privilégier avec ce pays une relation inclusive et ferme fondée sur le multilatéralisme et le respect des règles et le refus de toute hégémonie, la promotion des biens publics mondiaux et, à mon sens, notre intérêt bien compris, elle passe, comme l'a souligné notre rapporteur, par le renforcement du partenariat avec tous les pays, organisations régionales qui partagent avec ces valeurs. L'Alliance a un rôle à jouer dans la sensibilisation de ses membres et la meilleure compréhension de la portée stratégique de l'émergence de la Chine, afin de faire passer à cette dernière des messages constructifs et convergents. Je finirai, parce que je n'ai pas pu le dire en introduction, le temps qu'il y a la traduction, remercier notre collègue Lord Jean-Ping pour son excellent travail et son rapport. Merci Madame la Présidente. Merci Anissa. La parole est maintenant à notre collègue Jane Cordy du Canada. Jane, la parole est à vous. Peut-elle brancher sa caméra? Parfait. Bienvenue, Jane. Yeah. Is it on? Oui, vous me voyez? Thank you very much, Lord. Merci beaucoup, merci Lord Joplin. Je suis très heureuse de vous voir. J'aurais bien aimé qu'on soit dans la même salle. Ça me manque beaucoup de ne pas être avec vous, mais au moins nous nous voyons virtuellement et c'est très bien. Pour moi, ce rapport est très pertinent, non pas seulement pour le Canada. Bien sûr, nous suivons de très près la situation en Chine, mais également pour tous les pays de l'OTAN. Et je voudrais remercier Lord Joplin. Merci infiniment pour tout ce travail et notamment les formules très fortes que vous avez utilisées dans le rapport. Pour moi, c'est très important. J'étais très satisfaite de voir cela à la lecture du rapport. Je voudrais savoir si l'on peut revenir sur la diplomatie coercive de la Chine qui pose problème en termes de droits humains et d'état de droit. Moi, ce que je retire de cela, c'est que par rapport à ce que fait la Chine
qui donnent en fait de l'argent, entre guillemets, aux pays avec lesquels ils veulent s'allier. Moi, je regarde ce qui se fait avec le Canada. On a un traité d'extradition avec les États-Unis. Les États-Unis nous ont demandé de détenir un dirigeant de Huawei au Canada. Nous l'avons fait. La Chine, depuis, a détenu 2 citoyens, 2 ressortissants canadiens, Michael Kovrig et Michael Spavor, sans raison particulière. Donc, c'était simplement en représailles de la détention du dirigeant de Huawei. Et donc, c'est une décision purement politique. C'est complètement déplorable. Et j'ai, moi, des commentaires. Michael, je pourrais peut-être vous envoyer après la réunion pour ne pas perdre trop de temps, mais la diplomatie coercitive, que ce soit acheter les entreprises ou les alliés de la Chine, ou au contraire effectuer des représailles et utiliser des moyens politiques pour arriver à leur fin et mettre en danger les ressortissants canadiens. Et je sais que ça arrive à d'autres ressortissants et pas seulement aux ressortissants canadiens. Donc je pourrais vous envoyer des informations supplémentaires par la suite, avec notamment des propos de notre ancien ministre des Affaires étrangères. Quand je regarde le paragraphe 68, une nuance, au lieu de dire « engage constructively with China where necessary », est-ce que l'on ne pourrait pas dire « where possible » ? Parce que si je regarde mes notes, en fait, dans ce paragraphe, on dit qu'on doit éviter de traiter la Chine comme un paria, etc. Donc, la nuance serait d'utiliser « where possible » au lieu de « where necessary », il me semble. Au paragraphe 66, quand vous parlez du coronavirus, est-ce qu'on ne pourrait pas mettre « unverified information » ? Parce qu'on lit beaucoup d'informations, on ne sait pas si c'est vrai, si c'est pas vrai. Donc on dirait « at the time of writing, the rapporteur has become aware of the wide circulation of unverified information, highly critical of the Chinese authorities and their response to the crisis. » Mais le rapport, à part cela, est absolument excellentissime et arrive à point nommé. J'ai une autre demande d'intervention de notre collègue Nassi Sinisley. Et pardon si je ne prononce pas correctement, il faudra qu'il me corrige. Vous là? Est-ce que vous êtes là, chers collègues? Bon, sinon, moi, je veux She's bien been accepted, but we're not getting her image up on the screen. Acceptée, mais on ne la voit pas à l'écran. Normalement, elle doit appuyer sur le bouton pour s'exprimer. En attendant qu'elle puisse s'exprimer, si vous m'y autorisez tous, si Michael m'y autorise. Encore une fois, moi je le félicite bien sûr pour cet excellent rapport, mais j'avais envie de soulever peut-être 2 points. D'une part, parce que c'est un sujet sur lequel il faudra que nous nous penchions un jour, c'est bien sûr les liens entre la Chine et Taïwan. Par exemple, l'interdiction qui avait été faite par la Chine à Taïwan de rejoindre l'OMS a eu des effets très négatifs, on peut en être certain, sur la crise du Covid-19, c'est le premier point. Le deuxième point, on voit bien, vous l'avez souligné, la présence économique extrêmement importante de la Chine un peu partout. La Chine offre des prêts sans aucune contrepartie, ce qui est extrêmement difficile pour nos propres entreprises qui ne peuvent évidemment pas être en compétition avec ces offres chinoises, ce qui les met en difficulté. Et c'est d'autant plus important que nous vivons une crise économique suite à la crise sanitaire. Donc nous devons bien sûr y réfléchir. Mais je voudrais surtout vous rappeler le discours de Jens Stoltenberg, c'était au mois de juin sur les conséquences économiques justement de la crise du Covid, et il disait que cette montée en puissance de la Chine était très
préoccupante et devait pousser l'OTAN à réfléchir, à avoir une position beaucoup plus globale, beaucoup plus internationale. Donc ma question, est-ce que nous ne devrions pas, sans attendre le processus 2030, puisqu'une réflexion sera engagée jusqu'à 2030, est-ce que nous ne devrions pas dès maintenant pousser pour que l'OTAN renforce davantage ses partenariats avec les pays avec lesquels nous en avons déjà, et je pense à la Nouvelle-Zélande, je pense à l'Australie, je pense à la Corée du Sud, mais peut-être aussi susciter de nouveaux partenariats avec d'autres pays de cette région. Voilà, de la même manière que bien évidemment, en tant que Française, vous le savez, je souhaiterais que l'OTAN s'implique aussi davantage dans la lutte contre Daesh, contre le terrorisme. Mais bon, pardon, c'est une réaction qui est un petit peu longue. Je pense que là, notre collègue a dû retrouver son micro et sa caméra. Est-ce que c'est le cas? Non, toujours pas. I don't think she has. She seems to have. Non, nous ne l'entendons pas. Répondre à cette série de questions et puis peut-être qu'en dernier, si nous avons retrouvé notre collègue, nous lui passerons bien sûr la parole. Michael, c'est à vous. Merci beaucoup. J'ai entendu avec beaucoup d'intérêt la contribution de la dame qui vient d'intervenir, mais malheureusement, j'ai raté le début, je n'ai pas vu son nom. Donc, si on pourrait lui redonner la parole. Qui venait d'intervenir, c'était moi, Joël Garriot-Meilam. Alors, je ne sais pas si c'est parce que la traduction n'a pas fonctionné ou... Bon, parce que j'ai peut-être eu une intervention un petit peu trop longue. Oh. Do you want to it was you, Joe. Yeah. Est-ce que vous voulez que je m'exprime en français? Non, j'ai tout entendu. J'ai entendu l'interprétation, mais je pensais que c'était quelqu'un d'autre et je ne savais pas que c'était vous. Je ne m'étais pas rendu compte que c'était votre belle voix. Bon. Pas du tout. En attendant que notre collègue puisse se brancher. Thank you very much. Oui, merci beaucoup. Je suis extrêmement reconnaissant et je suis sûre que Nathan sera d'accord avec moi. Merci pour toutes ces propositions et ces commentaires. J'ai pris bonne note de tout ce qu'on a dit et je vais essayer d'intégrer certaines de ces idées dans une version révisée pour la session annuelle de l'Assemblée, que cette réunion ait lieu en personne ou que ce soit une réunion virtuelle. Je sais que la commission permanente va en débattre dans les semaines qui viennent. Alors, permettez-moi de commencer. Et donc, tout d'abord, pour Chris du Parlement européen, merci beaucoup pour tout ce que vous avez dit. Vos deux remarques, je dois dire que je suis tout à fait d'accord avec vous. Vous avez dit que nous devons parler d'une seule voix et que nous avons aussi besoin d'avoir un dialogue avec la Chine. Et ce sont deux idées qui sont extrêmement importantes. Malheureusement, je ne suis pas tout à fait au courant de ce que c'est que c'est une donnée, un monde, mais je vais étudier de très près les propositions que vous avez faites et nous allons essayer de voir comment les intégrer dans notre rapport. Et deuxièmement, mon amie Oula, une grande amie de cette commission que vous présidez, Joël, merci beaucoup. Vous avez dit que le titre est contradictoire, et en effet, c'est contradictoire. La Chine est l'ordre mondial libéral. Et dans ce rapport, nous essayons d'attirer l'attention sur cette diversité. Et
Je suis d'accord avec Oula s'agissant du besoin d'unité. Je pense que c'est le fil directeur, le thème principal des contributions, le besoin d'être unis. Et j'ai bien entendu les préoccupations d'Ula aussi s'agissant des divergences entre les États membres. Et elle a demandé comment l'OTAN pourrait aider. Il y a différentes choses que l'OTAN pourrait faire, mais l'une des choses que nous pouvons faire par le biais de notre Assemblée, c'est d'avoir des discussions lors de nos réunions, de nos visites, car comme vous le savez, Madame le Président, la Commission était censée se rendre en Chine au début de l'année, avant la production de ce rapport, et malheureusement, nous n'avons pas pu y aller à cause de la pandémie. Et Oula a aussi mentionné le grand dilemme de Huawei. Et c'est une question à laquelle j'ai fait référence dans mes remarques liminaires, et on en parle aussi dans le rapport. Je sais que nos amis turcs ont aussi fait plusieurs observations sur la situation Huawei. Et je ne sais pas s'ils nous écoutent, mais j'ai aussi tenu compte des propositions qui ont été faites par nos amis turcs et nous pouvons certainement essayer de voir si nous pouvons aussi tenir compte de leur point de vue dans le rapport. Je passe à la contribution suivante d'Anissa Keder, qui a parlé de la Chine, qui pourrait aussi être un bénéfice. Et au paragraphe 9 du rapport, nous avons essayé de démontrer, et d'ailleurs je pense que c'est un paragraphe important, et donc dans ce paragraphe, on essaye de dire, enfin je pense que vous aussi, Joël, vous y avez fait référence, nous devons agir avec la Chine, nous devons maintenir des contacts, il ne faut pas transformer la Chine en État paria, tout en défendant nos principes démocratiques, nos principes de droits humains, etc. Et j'ai aussi remarqué que dans la contribution d'Anissa, elle dit qu'il faudrait peut-être accueillir des observateurs internationaux. C'est quelque chose qui m'intéresse. Et j'ai entendu récemment qu'un tribunal a été établi par un juriste britannique très réputé, c'est Jeffrey Nice, qui suggère qu'il devrait établir un tribunal pour gérer certains des problèmes que nous avons avec la Chine. Malheureusement, je n'ai pas beaucoup de détails sur ce tribunal, mais je souhaitais attirer l'attention des collègues quant à ce tribunal, et je pense que la proposition d'Anissa me paraît extrêmement intéressante. Je vais maintenant passer à Jane Cordy. Merci beaucoup et je suis très heureux de vous voir. J'attends avec impatience de recevoir vos propositions. Vous en avez fait 2 en particulier que nous allons étudier. Merci beaucoup. Et enfin, Joël, je passe maintenant à votre contribution tout à la fin, et je ne m'étais pas rendu compte que c'était vous. Vous avez parlé du discours de Stoltenberg, où il a parlé de ses préoccupations et les préoccupations du secrétaire général, je crois, sont partagées par tout le monde. Et vous avez proposé que nous devrions insister pour qu'on agisse avant 2030. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Cela me paraît tout à fait logique. Il vaut mieux agir le plus rapidement possible. Madame le Président, je pense avoir couvert la plupart des contributions extrêmement utiles que j'ai reçues. Je ne sais pas s'il y a autre chose ou quelqu'un d'autre souhaite intervenir. Nous avons aussi une députée européenne, Anna Bonfrisco, qui souhaite prendre la parole.
Est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle peut ouvrir son micro? Parfait, voilà. Ok. Bonjour, Bonjour à vous, bienvenue madame. parmi nous Bonjour à vous. et nous écoutons Merci avec bien. plaisir. Oui. Thank you, Madam Chair. Merci, Madame le Président. Je m'excuse, je suis un petit peu en retard, mais j'aimerais remercier le rapporteur, Lord Joplin, pour ce rapport très complet. Si vous me le permettez, j'aimerais vous demander si vous pourriez partager avec nous votre point de vue personnel et humain sur les éléments suivants. Tout d'abord, le Parti communiste chinois ne peut tolérer la réflexion, la pensée libre de sa propre population et essaye de plus en plus à contrôler ce qui se passe au-delà des frontières de la Chine, comme l'a dit récemment le secrétaire d'État Pompeo. Deuxièmement, les experts sont en train de nous prévenir pour nous dire que la Chine est en train d'essayer d'affaiblir l'engagement des Nations Unies vis-à-vis des droits de l'homme, c'est-à-dire que la Chine essaye de prioriser les intérêts des États au-dessus des intérêts individuels. Enfin, la surveillance en masse intrusive des données sur les citoyens, eh bien, ces données-là appartiennent à l'État et pas aux citoyens eux-mêmes. Cela est typique d'un intellect qui est peu sympathique. Un scénario terrifiant nous attend. Merci. Je vous redonne la parole. Merci. J'espère que dans le rapport, nous avons souligné ce que vous venez de dire sur la politique de Pékin d'élargir sa portée, son influence pour atteindre d'autres pays, non seulement dans leur propre région, mais au-delà, y compris donc en Europe. Et vous proposez, vous dites que la Chine essaye d'imposer leur point de vue sur les autres États, et nous avons essayé d'exprimer cette idée dans le rapport. Et j'espère que dans mes déclarations précédentes, dans mon introduction, j'ai exprimé le fait que la politique de Pékin, c'est d'imposer leur point de vue, leur perspective sur le reste du monde, même si ce sont des choses qui ne sont pas du tout compatibles pour la plupart d'entre nous. Pas malheureusement retrouver notre collègue turc. Donc, il me reste à nouveau à vous remercier très chaleureusement pour cet excellent rapport qui a été vraiment une manière de réfléchir, d'appréhender d'autres dimensions de cette relation entre la Chine et nos pays et le monde libéral. Merci vraiment beaucoup et j'imagine que nous continuerons bien évidemment à traiter de ce sujet avec vous, avec l'espoir que les frontières se réouvrent et que nous puissions faire ce voyage d'études en Chine avec vous. Merci encore, Michael. Maintenant, chers collègues, nous allons passer à la présentation du projet de rapport suivant. Et sans plus tarder, je voudrais passer la parole à Angel Silva, notre collègue roumain, pour la présentation de son projet de rapport qui s'intitule « Améliorer la pédagogie et la communication à propos de l'OTAN ». Cher Angel, la parole est à vous. Thank you very much. Thank you very... Merci beaucoup, Joël. Je salue tous ceux qui assistent à cette réunion. Permettez-moi
de dire tout d'abord que c'est un réel plaisir de vous présenter le projet de rapport initial de cette commission sur améliorer la pédagogie et la communication à propos de l'OTAN. Les sondages récents ont indiqué que malheureusement, l'opinion publique dans les pays de l'OTAN ont globalement très peu d'informations sur l'Alliance et son rôle. Et cela a une incidence directe sur le soutien de nos citoyens pour l'OTAN. Des sondages nous montrent que le soutien pour l'OTAN aux États-Unis et dans de nombreux pays européens s'est réduit au cours des dernières années. Renverser cette tendance d'une confiance en déclin vis-à-vis de l'Alliance veut dire qu'il est essentiel d'informer et de faire un effort pédagogique vis-à-vis du public sur le rôle critique joué par l'OTAN pour garantir la sécurité de la zone euro-atlantique. L'OTAN, l'Assemblée parlementaire, ainsi que les alliés ont adopté des mesures essentielles ces dernières années pour avoir de meilleurs échanges avec les citoyens et pour les sensibiliser quant à l'Alliance. Nous avons toutes ces activités dans le projet de rapport. Au niveau de l'OTAN, la division diplomatie publique a évolué vers une approche de communication plus holistique et intégrée pour avoir des échanges avec l'opinion publique sur les rôles et objectifs de l'Alliance. Et conformément à cette approche, l'OTAN a lancé plusieurs initiatives couronnées de succès, y compris la campagne We Are NATO. Ces campagnes sont essentielles pour promouvoir la mission et les valeurs de l'Alliance, ainsi que pour souligner l'intérêt de faire partie de cette alliance, non seulement pour le pays, mais pour les citoyens. Ensuite, pour ce qui est de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, la communication et les efforts pédagogiques sur l'OTAN fait partie de ses missions principales. Comme vous le savez, l'Assemblée parlementaire sensibilise quant à la sécurité de la zone transatlantique parmi les parlementaires et nous avons aussi des échanges avec les citoyens au sein et au-delà des frontières de l'OTAN. Enfin, mais non des moindres, les États membres jouent un rôle critique pour mieux informer et éduquer notre opinion publique quant à l'Alliance et les avantages qui viennent avec cette alliance. Les pays contribuent grâce au développement des programmes d'école et la création de programmes d'études, des concours de dissertation et d'autres campagnes médiatiques au sujet de l'OTAN. Ces efforts doivent se poursuivre et doivent être renforcés pour garantir la connaissance du public s'agissant de l'OTAN et pour qu'il soutienne l'organisation. Dans ce projet de rapport, on étudie notamment des étapes innovantes qui ont été adoptées par 4 pays membres individuels et pays partenaires pour enseigner, informer le public quant à l'OTAN. Je ne vais pas entrer dans les détails à ce stade, mais j'aimerais partager avec vous certaines des conclusions clés. Le premier, c'est mon pays, la Roumanie, et démontre qu'il est essentiel que les États membres jouent un rôle actif dans les efforts de communication sur l'OTAN. On souligne aussi l'importance d'avoir des échanges avec les jeunes, notamment grâce aux réseaux sociaux. Et la Roumanie a rejoint la campagne We Are NATO en tant que pays pilote et a lancé sa propre campagne de communication. Les étudiants à l'école ont été choisis comme groupe cible prioritaire dans nos efforts de communication. Ces efforts ont été couronnés de succès et maintenant il y a une meilleure compréhension du rôle joué par l'OTAN ainsi que de ses objectifs et l'importance de la participation de la Roumanie au sein de l'Alliance, au sein de la population roumaine. Et cela a mené à une augmentation mesurable du soutien roumain pour l'Alliance. Le deuxième exemple porte sur le Monténégro. On souligne les efforts majeurs consentis par les autorités monténégrines pour communiquer avec son opinion publique quant aux avantages d'une adhésion au sein de l'OTAN. Mais cet exemple nous montre que malgré ces efforts, l'opinion publique reste divisée. Cela est dû à leur histoire ainsi que de la désinformation sur l'OTAN dont la Russie est partiellement responsable. Et donc, continuer de communiquer avec l'opinion publique, augmenter sa compréhension de l'OTAN et réagir aux efforts de déstabilisation de la Russie sont essentiels. C'est quelque chose qui exige une coopération continue et un soutien mutuel
entre les alliés individuels et au sein de l'OTAN elle-même. Les efforts de communication et les efforts pédagogiques sur l'OTAN sont essentiels non seulement dans les pays membres, mais aussi dans les pays partenaires. En Serbie, par exemple, l'opinion publique sur les relations de ce pays avec l'OTAN a traditionnellement été négative. La Russie exploite ce sentiment pour promouvoir la désinformation sur l'Alliance. À la lumière de ces défis, la coopération entre l'OTAN et les autorités serbes, ainsi qu'avec les médias, est essentielle pour garantir le fait que la public soit informée des avantages du partenariat entre la Serbie et l'OTAN. In this regard is the Autre exemple, l'Ukraine, avec les efforts de diplomatie publique qui ont renforcé l'image de l'OTAN et vis-à-vis de ses priorités auprès de la population ukrainienne. Ceci a conduit à une hausse dans le soutien envers une adhésion. Je pense que ces 4 études de cas devraient nous permettre d'affiner, voire d'améliorer nos efforts de communication et de pédagogie. Les meilleures pratiques doivent être partagées parmi les États membres et les pays partenaires et répétées, répliquées le cas échéant. Autre aspect de ce projet de rapport, dans beaucoup de nos pays, un manque de compréhension quant au rôle et aux objectifs de l'OTAN, au moins auprès du grand public, ouvre la porte à la désinformation et à la propagande, notamment pendant la crise Covid-19 actuelle, où la désinformation et la mauvaise information, l'intox, ont eu des effets néfastes. Pour pouvoir travailler et contrecarrer ces discours, des efforts d'information et d'éducation par l'Alliance doivent être menés et ces efforts jouent un rôle important vis-à-vis de la Russie et de la Chine. Mesdames et messieurs, je voudrais conclure en donnant quelques idées et quelques propositions d'avenir. D'abord, des efforts de communication stratégique doivent être soutenus par un volume de financement et de ressources humaines adéquats. Un manque de financement est l'un des facteurs qui limitent la portée des informations de pédagogie et d'information de l'OTAN. Les alliés doivent redoubler d'efforts. Deuxième constat, la participation en communication stratégique entre les alliés et d'autres acteurs otanais a été très inégale. Il faut encourager des structures militaires et civiles en vue d'accroître leur participation aux initiatives de communication de l'OTAN. Au niveau de l'OTAN, il faut mettre plus l'accent sur le dialogue avec des organisations de société civile. Troisième constat du rapport, l'importance de cibler les générations jeunes. Dans la plupart de nos pays, la jeune génération est totalement désengagée, désaffectée par rapport aux questions sécuritaires. Il est important de communiquer quant au à l'empowerment des femmes et penser à d'autres groupes qui seraient intéressés dans des questions de défense. Il faut engager ces publics. Il est évident finalement que l'OTAN doit intensifier ses efforts de lutter contre la désinformation et la propagande, afin que des informations fiables au sujet de l'Alliance et de ses membres arrivent aux oreilles du grand public. Ceci demande les ressources financières et humaines adéquates, un accent renouvelé sur les communications stratégiques et des partenariats approfondis avec des organisations internationales qui sont en face des mêmes enjeux, comme l'Union européenne. J'espère, mesdames et messieurs, chers collègues, que mon rapport et les recommandations vont contribuer à assumer ces défis. Ceux-ci permettront à l'OTAN
de mieux informer et mieux éduquer le public quant à son rôle et ses objectifs. Et ceci donnera un soutien accru à notre alliance à une époque où elle doit faire face à des menaces diverses et significatives. Chers collègues, il y a des collègues qui pourraient vous arriver à l'esprit, qui doivent faire l'objet de notre attention. Première question, comment nous, en tant que membres de l'Assemblée parlementaire, pouvons-nous nous assurer qu'il y a suffisamment de soutien envers l'OTAN au sein des citoyens de l'OTAN? Eh bien, il y a très souvent une compréhension insuffisante de l'OTAN, de sa structure, de son histoire, de ses objectifs. Nous devons permettre une meilleure compréhension, permettre au public de mieux appréhender l'OTAN. Des messages, par exemple la campagne We Are NATO, peuvent être très utiles. Ces campagnes peuvent être menées en ligne ou hors ligne en fonction des caractéristiques de chaque pays. Les communications doivent également être adaptées au public. L'éducation, l'enseignement est vraiment le nerf de la guerre. Informer sur le rôle de l'OTAN est essentiel pour que l'on comprenne mieux notre organisation. En fonction des systèmes nationaux d'enseignement, des programmes scolaires nationaux pourraient porter notamment sur la défense et non seulement sur le rôle historique et le rôle actuel de l'Alliance, comme dans mon pays. Nous devons partager des faits et des informations factuelles sur l'OTAN et leur donner autant de diffusion que possible pour lutter contre l'intox. Dans le cas de l'épidémie COVID-19, il y a des possibilités et des dangers. La désinformation russe et Chine ont essayé de faire de l'ombre à l'OTAN. Mais le soutien des alliés a été essentiel dans la lutte contre cette crise. Ceci nous permet de braquer les projecteurs sur la solidarité entre les alliés. Et à mon avis, je pense que le site Internet de l'OTAN et les plateformes médias, par exemple les médias sociaux, ne sont pas suffisamment utilisés par ceux qui veulent distribuer le message sur l'OTAN. Également, il faut penser au retour d'expérience des efforts de pédagogie auprès du grand public dans les 4 pays, les 4 cas d'espèce. Quels sont les meilleurs publics cibles qui seraient plus ou moins intéressés par la défense? La question des programmes scolaires, des bourses d'études, des voyages d'études, etc. Pour ce qui concerne le dialogue avec la jeunesse, Madeleine Moon nous a expliqué comment mieux faire comprendre l'OTAN. Des vidéos sur YouTube, des réunions de réflexion, des brainstorming, une déclaration, une sorte de vision statement de l'OTAN. Les écoliers, les étudiants doivent comprendre l'OTAN et ses procédures de prise de décision. Des outils en ligne et hors ligne doivent être combinés de façon à accroître leur efficacité. Ainsi, nous pouvons engager un grand public, mais les efforts de communication ne doivent pas se limiter tout simplement aux médias en ligne. Dans certains pays, en Ukraine par exemple, d'autres instruments seront plus efficaces. Les communications entre personnes, interpersonnelles, ont leur valeur. Une coordination entre les différents niveaux de communication est nécessaire au niveau otanais, du pays et local pour éviter des doublons et pour faire en sorte que le message est cohérent à tous les niveaux.
Voilà, donc j'attends vos commentaires, mes chers collègues. D'abord, je voudrais remercier les membres du bureau de notre commission. Merci Joël d'avoir travaillé à l'arrache-pied pour créer les meilleures conditions et le meilleur environnement de notre réunion. Et je voudrais également exprimer mon in the working group. However, if you are not... Si vous trouvez utile, je voudrais partager mes constats avec tout le groupe de travail. Sinon, s'il y a des défaillances, c'est à moi que vous devez en tenir rigueur. Je voudrais également saluer le leadership de notre Assemblée d'avoir facilité le débat, de leurs efforts de communication et de leur collaboration dans la rédaction de ce rapport. Nous avons un grand et un excellent secrétariat international de l'Assemblée. Leur collaboration a été essentielle. Je voudrais les remercier de tout cœur. Vous faites un travail merveilleux. Vous assurez la pleine capacité de l'Assemblée. Ce rapport aurait été impossible sans l'aide d'Andreas et Nathan. Merci Nathan. J'apprécie vos efforts sans relâche. Vous êtes extrêmement utile dans notre comité. Merci beaucoup. Merci de votre attention. Cher Angel, pour ce rapport très intéressant qui va susciter beaucoup de commentaires. Et j'ai déjà 3 intervenants qui ont demandé à intervenir. Le premier est notre collègue d'Azerbaïdjan, Kamran Beyramov. Ensuite, nous avons le chef de la délégation au Parlement européen, Chris Peters, que nous avons déjà entendu tout à l'heure. Et ensuite, nous aurons notre collègue américain, John Shimkus. Donc, je voudrais, sans plus attendre, passer la parole à notre collègue Azeri. Chers collègues, vous avez la parole. Pas. Peut-être que vous pourriez appuyer sur la touche Micro On en bas de votre ordinateur, en bas de votre écran. Do you hear me now? Sinon, écoutez, l'essentiel est de vous entendre. Donc, allez-y, chers collègues. Okay. Madame la Présidente, chers membres de la Commission, c'est un grand plaisir de vous saluer. Je ne vais pas en tenir rigueur, plutôt critiquer le rapporteur. Non, pas du tout. Tout au contraire, c'est un excellent projet de rapport qui couvre toutes les initiatives visant à renforcer l'approche pédagogique de l'OTAN, tout en soulignant le rôle exceptionnel des pays membres. Je voudrais toucher au point 4 du rapport, à savoir NATO's communication and the COVID-19 pandemic, donc le paragraphe 49, qui dit que l'OTAN promeut également l'échange de meilleures pratiques, de bonnes pratiques dans la lutte contre la crise. Nous voulions insérer donc between member states and associated members, parce que nous avons nous aussi les pays associés beaucoup à partager, et peut-être que d'autres membres associés de l'Assemblée parlementaire
ont une expérience positive dont ils voudraient faire part. L'Azerbaïdjan, par exemple, mène des initiatives et essaye de faire des approches ciblées au niveau national et mondial dans la lutte contre la COVID-19. Nous collaborons avec l'OMS et nous avons donné une assistance humanitaire à plus d'une trentaine de pays dans le monde. Nous sommes ainsi prêts à partager notre bagage d'expérience. Le sommet du mouvement des non-inscrits, Online Movement, a été tenu dans une visioconférence sous la présidence du président d'Azerbaïdjan pour collaborer dans la lutte contre la pandémie. Malheureusement, le micro a été coupé. Je ne sais pas si on vous entend. Moi, je ne vous entends plus. Vous avez dû couper votre micro. We've lost him, I believe. I think he's off the screen. He's off of our radar screen here. Oui, malheureusement, voilà, on l'a perdu. Cher Chris, la parole est à vous et nous pourrons toujours revenir ensuite à l'Azerbaïdjan. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Pour une deuxième fois, je suis très heureux de lire le draft report. I congratulate, of course, the rapporteur, our colleague, with this excellent. C'est un excellent rapport. J'aurais une remarque. Au paragraphe 663, vous parlez de l'Union européenne. Bien sûr, paragraphe important, n'est-ce pas? Il est important que l'Union européenne soit bien mentionnée. L'Alliance et l'Union européenne ont beaucoup de contacts sur le Fonds européen de défense, sur la structure, la coopération structurée. Mais je pense qu'il faut améliorer les rapports entre l'Union européenne et l'OTAN, ainsi qu'entre le Parlement européen et l'Assemblée parlementaire. Ma proposition dans votre proposition de rapport, il est fait mention très brève de l'Union européenne. Pourrions-nous peut-être étoffer et dire quelques mots supplémentaires sur ces rapports, ces relations? Le Parlement européen a des rapports avec l'Assemblée parlementaire. Je suis convaincu que ces rapports doivent être renforcés. Il convient de les intensifier et j'espère que pendant ma présidence de la délégation interparlementaire, nous pourrons approfondir nos rapports. Donc, ma proposition est de faire mettre davantage l'accent sur l'Union européenne et le Parlement européen et sur la nécessité de travailler avec l'OTAN. La parole est maintenant à notre collègue américain, John Shimkus. John, vous avez la parole. Cher John. Very good. Thank you, Madam Chairman. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci beaucoup et merci mon collègue de l'avoir amené de ce rapport. Il est 9h15 à Illinois, au centre des États-Unis. Donc, la journée ne fait que commencer. Alors, je travaille, je pense à la question pédagogie. Ceci depuis longtemps, étant donné mon travail dans les pays de l'Est, les pays Balkans, et comment les anciens jeunes, si vous voulez, et ceux qui luttaient pour la liberté voient maintenant l'état des choses.
je pense à l'exemple ukrainien. Donc, je voulais partager avec vous mes réflexions. Je vais quitter le Congrès en janvier, ce sera mon dernier mandat. Et je vais rentrer dans le monde de l'enseignement. Je vais travailler avec l'université et je vais commencer une classe sur l'OTAN. Donc, je vais aller à Brunssum, peut-être même ailleurs, pour vraiment voir quels sont les défis qui se posent. Et que ce soit dans les petites classes ou même pendant l'éducation supérieure, je peux dire que dans cette partie des États-Unis, on a tendance, dans l'Amérique rurale, à être un peu isolationniste. Et donc moi, pour lutter contre cela, je parle de l'OTAN, de nos valeurs partagées, de la question de la transparence, de l'état de droit, etc. La liberté, le droit à se défendre, et cela permet ensuite d'aborder le multilatéralisme dans une partie du pays où on est très sur son compte à soi, isolationniste. Donc, je pense qu'on pourrait encourager les membres à se rendre dans les universités, les établissements, pour justement aborder ce sujet des relations transatlantiques. C'est quelque chose qui ne m'a jamais embarrassée personnellement. Vous le savez, j'étais en Allemagne de l'Ouest pendant la guerre froide. Je suis très convaincue par l'Alliance et je pense que la pédagogie, la communication, faire passer ce message dans les écoles, les universités est essentiel pour la génération suivante. Merci beaucoup pour ce rapport et je suis très heureux de ma relation avec la NPA. Bien sûr. La parole est maintenant à notre ami Azeri, parce qu'apparemment il est de retour, il a redemandé la parole. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes bien là, chers collègues, chers camarades? Comme étant de retour. Bon, alors à ce moment-là, je vais passer la parole à notre secrétaire général, Sandra Poppach. Oh, il n'est pas là. Sandra. Thank you very Merci beaucoup. Donc, je voulais prendre la parole pour remercier le rapporteur. Merci pour vos propos très aimables vis-à-vis du secrétaire international. Et ce qui est très gratifiant pour moi aussi est de voir le nombre de personnes présentes à ces réunions en ligne. Et je crois que le succès, justement, c'est que toutes ces réunions sont intéressantes. Votre présence en atteste. Et nous voyons donc le dévouement de tout un chacun. Donc, merci de votre présence. Et merci à notre collègue, après ses propos très aimables, pour la NPA. Nous sommes très honorés d'avoir pu travailler avec vous. Donc, merci beaucoup au nom du secrétariat pour votre contribution à l'Assemblée parlementaire de l'OTAN au cours de toutes ces années. Alors, sur le rapport, je voulais dire que c'est une contribution importante. Le groupe de travail sur l'information et l'éducation a été mentionné. Vous étiez membre actif. Nous en avons parlé à plusieurs reprises. Donc, c'est justement l'un de mes commentaires sur le rapport. On ne vend peut-être pas assez le rôle de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN dans la promotion de la pédagogie, de la communication par rapport à l'OTAN. Je pense que tout un chacun ici, dans vos différents rôles, dans vos parlements respectifs, vous avez un rôle important à jouer dans toutes les réunions avec
la population locale et vos collègues sur le plan local. Et je pense qu'il faut utiliser justement l'occasion que représente ce rapport pour faire un peu plus la publicité de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN. Alors, deuxième commentaire, question pour le rapporteur. Un des défis principaux pour l'OTAN en termes de communication ces temps-ci, c'est justement de changer le message. À quoi sert l'OTAN? C'est ce message qui doit évoluer, donc la raison d'être de l'organisation, la défense collective, la dissuasion. Mais au fil du temps, depuis la fin de la guerre froide, l'OTAN a développé bien évidemment de nouveaux messages pour expliquer sa mission qui change, qui évolue. Et par exemple, on regarde la Chine, on vient de parler de cela avec Lord Jobling. L'OTAN développe un nouveau message qui explique pourquoi on doit se concentrer sur la Chine et quelle doit être sa réponse. Je voulais savoir si le rapporteur pouvait également partager ses réflexions sur ce défi, justement. Comment traitez-vous de ce changement de message? C'est nécessaire, mais je crois que ça peut prêter à confusion pour le grand public. Et encore une fois, merci beaucoup à tous les membres. Merci de votre présence. Chère Roussandra, je vais passer bien sûr la parole à notre rapporteur pour répondre à toutes ces questions, mais je voudrais peut-être juste ajouter un tout petit point, justement, et vous écoutant, monsieur le rapporteur, écoutant nos collègues et Roussandra, et après avoir lu votre rapport qui est excellent, en particulier par votre approche comparative qui est très riche en enseignements, je me disais qu'il y avait quand même peut-être un point que nous avions tendance à oublier, même si vous avez mentionné cette dimension historique, et vous l'avez bien dit, vous l'avez bien fait, je crois qu'il est très important d'accentuer ce devoir de mémoire pour nos jeunes dans toute la zone, en particulier d'Europe du centre-est. Ayant vécu comme étudiante à Prague, un petit peu à Bucarest aussi, et j'ai bien vu qu'aujourd'hui, on ne parle plus de cette période. On prend la paix que nous avons comme quelque chose d'évident. Les jeunes ne la questionnent pas. Et je crois que c'est très important aussi de rappeler l'histoire, comme nous la rappelons, par exemple, par rapport au conflit de la Deuxième Guerre mondiale. Et je me disais même, et pardon, j'aurais dû en parler à Roussandra ou à d'autres personnes, à notre directeur avant, mais je me demandais si nous ne devrions pas réfléchir, cela dit, cela peut-être été fait par ailleurs, à peut-être une journée qui serait consacrée, comme nous avons la journée de l'Europe, comme nous avons le 11 novembre sur la célébration de l'armistice, pourquoi ne pas avoir une journée dans nos pays qui serait la journée de la liberté et de la paix, de la fin de la guerre froide. Voilà, c'est juste une idée parce que ce genre de symbole, parfois, est utile pour pouvoir susciter la curiosité des jeunes par rapport à une histoire. Donc voilà, c'était juste une idée qui est peut-être une très mauvaise idée, vous me direz, mais voilà. Spontanément, je voulais vous la poser. Et monsieur le rapporteur, je vous rends la parole en vous félicitant encore pour cet excellent rapport. Oui, merci beaucoup Joël, merci à tous d'avoir écouté ma présentation. Merci de vos commentaires et merci de vos questions. Alors, je réfléchis justement aux commentaires qui ont été faits et je vais reprendre la question posée par notre collègue Azeri qui, je l'espère, pour avoir accès à ma réponse et à mes commentaires. Alors, effectivement, les membres associés sont extrêmement importants pour l'OTAN. L'OTAN est une alliance avec une dynamique propre. Et nous encourageons tout un chacun
à aller de l'avant. Et c'est pour ça que je parlais justement de ces exemples sur l'amélioration de la pédagogie, aussi pour les pays membres de l'OTAN, étant donné leur histoire, qui peuvent jouer un rôle important ici. Je crois qu'ils peuvent jeter les bases de cet effort justement de partage des valeurs de l'OTAN. L'OTAN n'est pas seulement une organisation militaire, c'est aussi tout un ensemble de valeurs partagées par ses membres et sur lesquelles tout le monde est d'accord et que tout le monde respecte. Et il ne faut pas l'oublier. Alors, les membres associés, oui, peuvent effectivement apparaître et j'aurai besoin de votre soutien lorsque cela sera le cas. Je voudrais remercier notre collègue américain, John Skimkes, j'espère n'avoir pas écorché votre nom. Merci pour votre suggestion. Oui, effectivement, il faut être actif dans les universités. Dans le rapport, nous prenons l'exemple de l'Académie Nicolae Brancescu de Roumanie. De février à décembre 2019, avec un projet intitulé L'anatomie de l'Alliance. Alors, les parlementaires en Roumanie ont participé à beaucoup d'activités avec l'OTAN, les différents établissements et universités. Mais ce n'est pas forcément quelque chose qui se fait très facilement. Néanmoins, c'est une bonne façon de promouvoir l'Alliance et d'expliquer à ceux que cela intéresse comment cette dernière fonctionne, quelle est sa raison d'être. Et en même temps, nous pouvons parler du rôle de l'Assemblée parlementaire. Et je le disais tout à l'heure, et nous faisons cette distinction entre les différentes entités. L'Assemblée parlementaire a une certaine liberté de mouvement qui est non négligeable. En tant que parlementaire, nous sommes en contact direct avec nos électeurs, la population locale, les institutions, les différents acteurs, établissements, universités, etc. Et justement, c'est ce que je disais dans le rapport. J'insiste sur le fait que nous devons être présents et que l'Assemblée parlementaire a justement un rôle tout particulier à jouer dans ce domaine. Je vous remercie de vos propos très aimables. Chers collègues, merci Chris Peters également. Alors, personnellement, je n'avais aucun doute. J'étais très honorée et aussi tout à fait disposée à insister sur la coopération entre l'Alliance et l'Union européenne. En tant que président de la Commission des affaires européennes au Parlement de mon pays, vous avez mentionné effectivement que cette coopération devait avoir lieu. C'est bien sûr quelque chose que je vais prendre en considération et à quoi je vais réfléchir sans aucun doute. Et je vous remercie de cette suggestion et de vos propos très aimables. Alors ensuite, Ruxandra Popa a fait un commentaire. Alors effectivement, je voudrais reprendre certaines choses. Le groupe a jeté les bases de ce rapport, des idées qui sont à la source de ce rapport. Nous avons une très bonne expérience en groupe de travail et je pense que les résultats peuvent être utiles pour tout le monde. Après, pour ce qui est de l'évolution du message, dans le document que j'ai lancé, tout ce que j'ai repris pour préparer ce rapport,
j'ai dit que l'OTAN ne répondait pas à la propagande par de la propagande. Et on ne répond pas à la désinformation par de la désinformation. Cela est essentiel. Bien sûr, certains diront certainement que la propagande est beaucoup plus efficace que de travailler uniquement avec des faits réels et simples. Mais c'est justement l'une des valeurs que nous voulons promouvoir à l'OTAN. Parler des faits, ne pas déformer la vérité, expliquer autant que faire se peut les choses et avoir une approche vraiment pédagogique par le biais de programmes, que tout cela s'inscrive dans le contexte des valeurs partagées par l'Alliance. Honnêteté, sincérité, franchise sont de mise. Je vous remercie de vos aimables propos et de vos suggestions. Alors, si je vous donne un exemple concret, en Roumanie, à chaque mandat, on a 2 semaines avec différentes écoles. C'est ce qu'on appelle l'école différente, où les enseignants choisissent un sujet qui les intéresse particulièrement, sur lequel ils veulent se concentrer. Et c'est une bonne idée, j'en ai parlé avec mes collègues d'ailleurs pendant la séance de groupe de travail. Les enseignants ont la liberté de choisir le sujet selon les intérêts des étudiants, des parents ou leurs intérêts propres. Mais je puis vous dire que de plus en plus d'enseignants en histoire décident d'utiliser du matériel de l'OTAN et de parler des activités de l'OTAN pendant la période scolaire. Et l'OTAN, bien évidemment, est un sujet qu'on aborde du fait de la période historique étudiée. L'OTAN fait partie de cette histoire, l'OTAN a produit l'histoire, influencé l'histoire, l'OTAN a fait façonner l'histoire, donc elle est là et on en parle. Et on doit aussi honorer les héros, les personnes qui se sont battues pour la paix, après des périodes très difficiles de l'histoire. Mais je pense aussi que l'on doit revenir sur tous ces sujets, et cela ne veut pas dire que chaque année, par exemple, on célèbre l'OTAN, il y a beaucoup d'activités, et il y a beaucoup d'événements liés à l'OTAN. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions, mais j'ai fait le maximum en tout cas. Et je voulais insister sur le fait que j'allais bien évidemment reprendre toutes vos suggestions et recommandations pour améliorer le produit final. Et je vous remercie. Cher Angel, une fois de plus, avec toutes mes félicitations, encore une fois, pour cet excellent rapport, très instructif. Je voudrais maintenant, dans la mesure où notre réunion tire à sa fin, voir si certaines questions, certains sujets devraient être abordés par l'un ou l'autre d'entre vous avant que nous ne concluions la réunion de notre commission sur la dimension civile de la sécurité. Et y a-t-il des questions, des sujets que vous souhaitez aborder? Je n'ai pas l'impression. Donc, dans ce cas-là, je voudrais vous rappeler que notre prochaine réunion est prévue pour les 21 et 22 novembre à notre session annuelle à Athènes. Nos hôtes grecs, le secrétariat international de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN et la commission permanente suivent bien sûr la situation sanitaire de près et informeront les délégations si des changements devaient intervenir et que la prudence nous oblige à annuler cette réunion, ce que nous ne souhaitons pas, bien évidemment. Nous vous tiendrons bien sûr au courant. Et donc, avant de conclure cette réunion, au nom de tous les membres de notre commission, je souhaiterais remercier vivement notre collègue américain John Shimkus
et aussi son autre collègue Jim Sensenbrenner pour leur excellent travail au sein de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN. Cette réunion en ligne de notre commission est en principe leur dernière en tant que membre de l'Assemblée parlementaire de l'OTAN, en tout cas en ce qui concerne la commission sur la dimension civile de la sécurité. Comme vous le savez, alors, pardonnez-moi, l'interprète que j'entends en anglais est allé presque plus vite que moi. Bon, donc, merci à eux deux et nous leur souhaitons le meilleur pour la suite. Je souhaiterais aussi remercier l'ensemble du personnel du secrétariat d'Assemblée parlementaire OTAN qui ont rendu la réunion d'aujourd'hui possible. Je pense en particulier à Paul, à Sarah qui ont été aux manettes. Je voudrais aussi remercier les assistants de recherche de l'Assemblée parlementaire OTAN qui ont grandement assisté notre directeur Nathan et les rapporteurs de commission au cours des derniers mois dans l'élaboration des projets de rapport. Merci beaucoup, Nathan. Nous avions aussi un excellent directeur de commission avec Andreas Avisius et nous sommes ravis de voir que vous aussi dirigez cette commission de manière absolument remarquable avec un très bel engagement et nous en sommes très reconnaissants, surtout au regard des conditions très difficiles actuellement. Je souhaite aussi remercier nos interprètes pour leur excellent travail dans ces conditions très difficiles pour eux aussi. Et enfin, je voudrais vous remercier tous, chers collègues, pour vos contributions, votre travail, votre intérêt, votre participation active au cours de cette réunion. Je suis très heureuse que nous ayons pu nous réunir et discuter de ces sujets importants, même si cela se fait à nouveau, malheureusement, dans le cadre d'une réunion virtuelle. J'espère que notre prochaine réunion sera donc en présentiel à TED et ceci conclut la réunion de la Commission de la dimension civile de la sécurité. Merci encore à chacun d'entre vous. Merci à nos rapporteurs Michael Jopling et Angel Tilvar. Et merci à vous tous. Et à bientôt. Amitié à tous et bon courage. Au revoir.